Ma femme, sortant tout juste de la salle d'accouchement, a été contrainte de claudiquer jusqu'à la gare pour rentrer par ses propres moyens en TER. Pendant ce temps, je conduisais nonchalamment ma Citroën DS9 Prestige, emmenant toute ma famille pour un dîner de célébration. Je n'avais aucune idée que ce serait le dernier trajet de ma vie de faste. À peine 2 heures plus tard, mon empire allait s'effondrer et je serais un homme en faillite. Et lorsque la véritable identité de ma femme, en apparence si ordinaire, fut révélée, ma famille ne put que trembler de peur. Quelle terrifiante vérité se cachait derrière cette femme. L'odeur d'antiseptique de l'hôpital était si forte qu'elle me brûlait les narines. Ou peut-être était-ce l'amertume innommable qui montait en moi. J'étais assise sur le bord du lit, mes mains serrant le bas de mon abdomen, là où l'incision de la césarienne, vieille de seulement 5 jours, suintait encore du sang et pulsait d'une douleur aiguë et insistante à chaque mouvement. Autour de moi, d'autres nouvelles mères étaient tendrement soutenues par leur mari, nourries à la cuillère de soupe chaude par leur belle-mère, la chambre remplie de joyeux bavardages sur l'avenir de leur nouveau-né. Mais j'étais seul avec un sac de sport usé et mon tout petit-fils dormant profondément dans son berceau. Nicolas, mon mari, l'homme que je considérais autrefois comme mon monde entier, était appuyé contre le cadre de la fenêtre. Il ne m'a pas regardé une seule fois. Ses doigts volaient frénétiquement sur l'écran de son téléphone alors qu'il marmonnait des chiffres concernant un projet dont il se vantait toujours, une affaire de plusieurs millions d'euros. « Tu as fini, oui ou non ? Tu es d'une lenteur. » claqua Nicolas, les yeux toujours rivés sur l'écran. Le médecin a signé tes papiers de sortie il y a une demi-heure. Qui essaies-tu de culpabiliser en restant assise là? Je me mordis la lèvre, tentant de réprimer la douleur brûlante de mon incision, et lutter pour me mettre debout. Le lourd sac de sport sur mon épaule me fit vaciller. Je le regardais, mes yeux implorants. Nicolas, ma cicatrice me fait encore très mal. Pourrais-tu s'il te plaît porter le sac pour moi? Je dois tenir le bébé. Nicolas leva enfin les yeux, le front plissé d'agacement, comme si j'avais demandé quelque chose de scandaleux. Il fit claquer sa langue, m'arracha le sac de l'épaule et le jeta sur la sienne d'un coup sec. Vous, les femmes, vous êtes si douillettes. Ma grand-mère disait qu'elles accouchaient et préparaient le dîner 1 heure plus tard. Et toi, tu te plains d'une petite douleur. Dépêche-toi. Ma mère appelle. La mention de ma belle-mère me serra le cœur. Monique, la femme qui disait toujours aux voisins qu'elle m'aimait comme sa propre fille, mais qui, dans mon dos, scrutait chaque grain de riz que je laissais tomber, chaque cheveu que je perdais. Le téléphone de Nicolas sonna à nouveau. Il le mit sur haut-parleur, et la voix perçante de Monique résonna dans la chambre d'hôpital silencieuse. Nicolas, chéri, descends vite. Chloé et moi attendons à l'entrée principale. Allons à ce restaurant. J'ai réservé une table au bistrot gastronomique pour fêter l'arrivée de mon petit-fils. Nous devons célébrer ça avec style, rendre tout le monde jaloux. Je sentis une boule se former dans ma gorge. Célébrer leur petit-fils. Mais pas un seul mot d'inquiétude pour la belle-fille qui venait de subir une intervention chirurgicale vitale pour le mettre au monde. Je pris la parole timidement. Chérie, je viens d'accoucher. Le médecin a dit que je devais éviter la foule et la nourriture trop riche. Un plateau de fruits de mer et du vin, ce n'est pas une bonne idée pour moi en ce moment. Nicolas tourna brusquement la tête, ses yeux tranchants comme des poignards. Qui a dit que tu venais? Tu rentres à la maison pour surveiller le logement. Maman dit que tu portes la poisse juste après l'accouchement. Que tu vas porter malheur à mes affaires si tu viens avec nous. Je te déposerai au coin de la rue. Tu peux marcher jusqu'à la gare à partir de là. Ces mots furent comme un seau d'eau glacée renversé sur moi en plein hiver. Je regardais l'homme avec qui je partageais mon lit depuis 2 ans, et soudain, il me sembla être un terrifiant étranger. Ainsi, à leurs yeux, je n'étais qu'une incubatrice. Une fois mon travail terminé, j'étais jetable. Un porte-malheur. Une source de poisse. Je me penchai pour prendre mon fils, cachant les larmes qui menaçaient de couler. Le bébé remua, faisant de petits bruits de succion pour réclamer du lait. « Oh, mon doux garçon, pensai-je. C'est ton père et c'est ta grand-mère. Ils t'accueillent avec une fête somptueuse, mais rejettent ta mère comme une ordure. » Je pris une profonde inspiration, ravalant mon amertume. Très bien. S'ils allaient être aussi sans cœur, je n'avais plus besoin de jouer le rôle de l'épouse douce et soumise. Nicolas sortait déjà de la chambre à grandes enjambées,
sans même un regard en arrière pour voir comment sa femme et son fils nouveau-né se débrouillaient. Je suivis, chaque pas lourd envoyant une décharge de douleur dans mon corps, mais l'agonie physique n'était rien comparé au couteau remué dans mon cœur. Dans le couloir, un courant d'air froid me fit frissonner. Nicolas marchait devant, le dos droit, l'image même du cadre arrogant en pleine ascension. Il ne se doutait pas que le rideau allait tomber sur sa petite pièce de théâtre, et que le prix de la cruauté d'aujourd'hui serait bien plus élevé que n'importe quel dîner qu'il ait jamais mangé. Les portes de l'ascenseur se fermèrent, me coupant du bruit de l'hôpital, mais créant un silence suffocant entre nous. Nicolas admirait son reflet dans la paroi miroitante, ajustant le col de son blazer. « Faut avoir l'air classe pour les partenaires tout à l'heure », marmonna-t-il. Je le regardai et ricanai intérieurement. « Classe ? Voyons ce qu'il restera de toi quand ce vernis brillant sera arraché, à part ta propre faiblesse pathétique. » Une brise fraîche d'automne me frappa alors que nous sortions du bâtiment et je resserrai rapidement la couverture autour de mon fils. La première chose que je vis fut la Citroën DS9 Prestige noire étincelante garée avec effronterie dans la voie de ramassage VIP. C'était ma voiture. Pour être précise, c'était un cadeau de mariage que mon père m'avait secrètement offert. Mais Nicolas l'avait doucereusement emprunté pour impressionner ses partenaires d'affaires et l'avait progressivement revendiqué comme la sienne, un trophée à exhiber au monde. Il se pavana vers elle avec un air suffisant, sortit un mouchoir et essuya un grain de poussière imaginaire sur le capot, traitant la voiture avec plus de soin qu'il n'en montrait jamais à sa femme et à son enfant. Je pensais qu'il ouvrirait la portière pour nous mettre à l'abri du vent, mais non. Il resta planté devant la porte, fouilla dans sa poche et en sortit un billet de 20 € froissé. Il fourra les 20 € dans ma main, me regardant comme si j'étais une mendiante. Tiens, sa voix était froide, dénuée d'émotion. La gare est juste de l'autre côté de la rue. Le prix d'un ticket de TER n'est pas élevé, donc tu auras assez pour t'acheter une bouteille d'eau. Prends la ligne régionale. Elle passe juste à côté de notre quartier. Je fixai le billet dans ma main, puis la berline de luxe à un demi-million à côté de lui. La comparaison était atroce. Sa femme, 5 jours après une césarienne, s'appelait encore fraîche, était envoyée dans un train public bondé pendant qu'il partait seul dans une berline de grand luxe. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Ma voix tremblait. Pas de froid, mais de pure rage. « Tu veux que j'emmène notre fils de 5 jours dans un TER ? Es-tu seulement humain ? Cette voiture est immense. Pourquoi ne pouvons-nous pas monter dedans ? » Nicolas ricana, une expression de dégoût sur le visage. « Qu'est-ce que tu en sais ? Je dois récupérer maman et Chloé, et ensuite je rencontre mes partenaires pour la signature du contrat. Regarde-toi. Tu pues les cahiers. Tes cheveux sont en désordre. Tes vêtements sont démodés. Si tu t'assois sur mon cuir nappa à watchstrap, l'odeur ne partira jamais. Et si le bébé vomit ? Sais-tu combien ça coûte de faire nettoyer l'intérieur ? Ton cuir nappa ? Je laissai échapper un rire bref et amer. Nicolas, as-tu oublié quel nom figure sur la carte grise de cette voiture ? Son visage s'assombrit. Il détestait qu'on lui rappelle l'argent de ma famille. Il pointa un doigt vers mon front, sifflant entre ses dents serrées. N'ose pas me jouer ce tour de l'héritière. Tu t'es marié dans la famille Lefebvre, donc ce qui est à toi est à nous. C'est moi qui gagne l'argent pour soutenir cette famille maintenant, et c'est moi qui prends les décisions. Si tu sais ce qui est bon pour toi, prends l'argent et pars. Ne me mets pas en colère, ou tu n'auras même pas les 20 €. Sur ce, il tourna le dos, ouvrit la portière côté conducteur et brossa soigneusement le siège avant de s'asseoir, comme s'il avait peur d'une contamination par l'air de l'hôpital. Je restai là, figé, fixant l'homme que j'avais autrefois aimé, pour qui j'avais sacrifié ma jeunesse et abandonné une vie de luxe pour suivre l'appel de l'amour. Était-ce là ce que valait notre amour ? Un billet de 20 € froissé ? Un klaxon retentit derrière moi. Des passants commencèrent à pointer du doigt et à regarder la femme tenant un bébé, pleurant dans le froid, à côté de l'homme suffisant dans la voiture de luxe. Mais Nicolas s'en moquait. Son ego était plus grand que le ciel, mais sa dignité était plus petite qu'un grain de poussière. Je serrai le billet dans ma main si fort que mes ongles s'enfoncèrent dans ma paume. La douleur était une distraction bienvenue. Très bien. Tu as peur que je salisse ta voiture, n'est-ce pas ? Tu as peur que l'odeur de mon bébé t'embarrasse, n'est-ce pas ? Je me souviendrai de ce jour, de cette DS9,
et de cette excuse pathétique d'ego que tu t'es construit. Je reprendrai tout, jusqu'au dernier centime. J'y vais, dis-je, ma voix rauque et éraillée. Je me tournai et m'éloignai sans un regard en arrière, mais je savais que le meilleur du spectacle était encore à venir. Au loin, un taxi s'arrêta, et 2 silhouettes familières dans des tenues criardes et agressives pour les yeux en sortirent. Oh mon Dieu, mon garçon en or, mon fils précieux. Regarde cette voiture. Elle est magnifique. La voix perçante de Monique trancha l'atmosphère morne. Elle portait une robe en velours rouge moulante, un rang de fausses perles grosses comme des billes autour du cou, et des talons compensés maladroits, titubant vers la DS9. La suivant, Chloé, la sœur de Nicolas, également dans une robe à paillettes qui étincelait absurdement à la lumière du jour, le visage plâtré d'assez de maquillage pour une représentation théâtrale. Elles se précipitèrent aux côtés de Nicolas, l'une caressant le capot, l'autre le rétroviseur, roucoulant comme si elles avaient trouvé de l'or. Les yeux de Monique se plissèrent dans un sourire alors qu'elle tapait sur l'épaule de Nicolas. C'est mon fils, un vrai PDG. C'est le genre de voiture que tu mérites. Maintenant, qui dans cette ville oserait regarder notre famille de haut? Nicolas s'appuya contre la voiture, souriant avec suffisance. L'expression douce qu'il avait affichée en me parlant avait disparu, remplacée par un air de supériorité arrogante. Je me tenais à une courte distance, blotti avec mon fils sous un grand chêne pour le protéger du vent, observant leur réunion de famille avec un cœur aussi froid que la glace. Ils passèrent juste devant moi comme si j'étais invisible, un déchet sur le trottoir ne méritant pas un second regard. Chloé fut la première à me repérer. Elle me lança un regard en biais et retroussa les lèvres. Oh, regarde. Toujours pas pris le train, belle-sœur? Avec cette allure miteuse, même un taxi ne s'arrêterait pas pour toi. Ils pensent probablement que tu portes la poisse. Mieux vaut commencer à marcher vers la gare. Un peu d'exercice aidera ton utérus à rétrécir. Elle couvrit sa bouche et laissa échapper un rire strident et cruel. Monique se tourna enfin vers moi. Son regard ne contenait aucune trace de sympathie, seulement de la froideur et du jugement. Et, quand tu rentres, utilise la porte de service. Tu m'entends? Ne fais pas entrer ta malchance par la porte d'entrée. Et assure-toi de nettoyer la cuisine dès que tu arrives. L'endroit est un désordre depuis que tu es à l'hôpital. Chloé et moi avons dû manger dehors tous les soirs. Sais-tu combien cela coûte à Nicolas? Femme inutile. Juste bonne à rester allongée toute la journée après avoir pondu un gosse. Je la regardais, elle et sa robe en velours rouge, la façon dont elle touchait amoureusement le bras de son fils, puis je baissai les yeux vers son propre petit-fils nouveau-né, qu'elle n'avait même pas regardé. Le sang bouillait dans mes veines, mais mon esprit me disait d'être patiente. Ce n'était pas le moment. Maman, le bébé est si petit. Le TER est bondé. Il pourrait tomber malade. J'essayais, faisant un dernier appel à leur conscience. Mais Nicolas me coupa la parole. Il ouvrit la portière arrière et fit entrer respectueusement Monique comme si elle était une reine. Monte, maman. Ignore-la. Elle est habituée à sa vie de petite nature. Quelques trajets en train lui apprendront la vraie vie. Ça la motivera peut-être à travailler plus dur. Allons manger. J'ai réservé le salon VIP. La portière de la voiture claqua. Le ronronnement silencieux du moteur d'un demi-million d'euros démarra. La voiture commença à bouger. Et puis, comme pour me narguer, un pneu roula dans une flaque, éclaboussant d'eau sale mon pantalon et mes vieilles chaussures en toile. À travers la vitre, j'aperçus le sourire triomphant de Chloé et le hochement de tête satisfait de Monique. La silhouette de la voiture noire s'effaça dans le trafic urbain animé, me laissant seul avec le vent, la poussière et une humiliation profonde, écrasante. Ce n'est qu'alors que les larmes coulèrent enfin sur mon visage, brûlantes contre mes joues froides. Je ne pleurais pas pour la voiture. Je pleurais pour mon fils et pour mon propre aveuglement. Pendant 2 ans, j'avais laissé derrière moi ma vie privilégiée pour poursuivre ce que je croyais être l'amour sincère d'un homme pauvre mais ambitieux. Mais je ne voyais aucune ambition maintenant, seulement de l'avidité, de la mesquinerie et de la cruauté. J'essuyai mes larmes du revers de la main, mon expression changea. La faiblesse soumise avait disparu. Ma patience avait atteint sa limite absolue. Je sortis mon vieux téléphone simple de mon sac, ma main tremblant alors que je composais un numéro familier, un numéro que je n'avais pas osé appeler depuis 2 ans.
Une voix profonde, autoritaire et inquiète répondit à l'autre bout. Allô, qui est-ce? Je pris une profonde inspiration, la voix étranglée mais ferme. Papa, j'avais tort. S'il te plaît, viens chercher ton petit-fils. Je ne peux pas rester dans cet enfer une seconde de plus. Le TER entra en gare en crissant, exhalant un nuage de poussière de frein. Les portes s'ouvrirent en sifflant, et une foule de gens se rua vers l'avant comme un barrage rompu. Je serrai mon fils fort contre ma poitrine, utilisant mon propre corps frêle comme bouclier, essayant de naviguer à travers la forêt d'épaules et de bras pour trouver une place où me tenir. Le train était bondé. L'odeur aigre de la sueur et des vêtements humides se mêlait en un miasme épais et nauséabond. La plaie de la césarienne pulsait à chaque secousse et tremblement du vieux véhicule. Je serrai les dents, une sueur froide perlant sur mon front, mes jambes tremblant si fort que je crus que j'allais m'effondrer. Avancez. Avancez vers le fond. Faites de la place, criaient les gens. Je fus poussé contre la vitre froide de la fenêtre. Mon bébé Léo, surpris par l'écrasement des corps, commença à gémir. Ses petits cris se perdaient dans la cacophonie, mais ils perçaient mon cœur comme une aiguille. Et, que quelqu'un donne une place à cette jeune dame avec le bébé. Une femme âgée aux cheveux blancs comme neige s'écria non loin. Elle va tomber. La femme se leva alors en tremblant et me fit signe. Ici, ma chère, prenez ma place. Vous êtes pâle comme un fantôme. Que Dieu vous bénisse. Les larmes montèrent à mes yeux alors que je baissai la tête et la remerciai profusément. Une parfaite inconnue, sans aucun lien de sang, était prête à céder sa place pour moi et mon fils. Et mon mari, le père de mon enfant, nous avait jetés à la rue dans notre moment le plus vulnérable. L'ironie était une pilule amère à avaler. Une fois assise, je m'autorisai enfin à expirer. Le train avançait lourdement, chaque virage envoyant une secousse nauséeuse dans mon corps. Je regardais par la fenêtre le flot incessant de voitures. Les immeubles, les lumières glamour de cette ville, rien de tout cela ne m'avait jamais semblé m'appartenir depuis le jour où je m'étais marié dans la famille Lefebvre. Soudain, mon téléphone vibra. C'était une notification pour un direct Instagram de Chloé. La légende, dégoulinante de sarcasme, me frappa comme un coup de poing. Sorti avec ma maman incroyable et mon frère PDG pour un dîner de célébration pour le nouvel héritier. La belle vie, la famille d'abord. Comme possédé, je tapais pour regarder. Sur le petit écran, l'intérieur opulent du bistrot gastronomique apparut en détail. La table était chargée de plats. Le bœuf bourguignon mijotait dans sa sauce riche, des plateaux de fruits de mer et des tours de légumes frais. La vapeur s'élevait de la table, une image de chaleur et de confort, un contraste frappant avec le train froid et cliquetant. Juste à ce moment, Monique attrapa un micro. Apparemment, le restaurant avait une salle privée karaoké. Son visage était rouge de vin alors qu'elle braillait « Mon fils paie tout ce soir. Mangez, tout le monde. Notre famille joue dans une autre ligue maintenant. » Nicolas était assis à côté d'elle, faisant tourner un verre de vin rouge. Son visage incliné vers le plafond dans un sourire suffisant alors qu'il s'adressait au téléphone de Chloé. Et tout le monde, tellement heureux ce soir. Ma femme, oh, elle est fatiguée, alors elle se repose à la maison. Seules les personnes les plus importantes sont ici ce soir. Les personnes les plus importantes. Sa femme et son fils nouveau-né luttaient dans un transport public, mais son ego était l'invité le plus important à sa table. Juste à ce moment, le train s'arrêta. Je regardais avec engourdissement la route à côté de nous, et mon cœur manqua un battement. Juste à côté de mon train crasseux, à travers une vitre teintée, je la reconnus immédiatement. Ma DS9, mais Nicolas ne conduisait pas. Un valet du restaurant la garait. Il s'avérait que j'étais passé juste devant le restaurant même où il faisait la fête. Nous étions séparés par une simple vitre, pourtant nous étions dans deux mondes différents. L'un était une illusion fausse et scintillante. L'autre était la vérité brute et douloureuse. Je fixai ma voiture, puis l'écran de mon téléphone où Nicolas riait à mes dépens. Léo, chuchotai-je à mon fils endormi. Regarde bien. C'est la dernière fois que ton père sourira avec autant de suffisance. Je te le promets. Le train repartit. Il frissonna et s'éloigna, laissant les lumières vives du bistrot gastronomique derrière nous. En moi, un plan de vengeance commença à prendre forme, plus froid et plus clair que jamais auparavant. L'épouse soumise était morte.
Tout ce qui restait était une mère se levant pour protéger son enfant. Les basses sourdes du système audio du restaurant se mêlant au brouhaha des autres dîneurs créaient une atmosphère chaotique mais distinctement coûteuse. L'arôme épicé et riche de la sauce au vin et du beurre à l'ail remplissait l'air, stimulant les appétits de ceux affamés de vanité. À travers le flux Instagram toujours en direct de Chloé, je regardais Nicolas faire signe à un serveur avec l'air impérieux d'un roi convoquant un serviteur. Et, apportez-nous 2 autres cocottes de bœuf bourguignon, une bouteille de Bordeaux 2005. Oh, et le fondant au chocolat pour ma mère. Elle a besoin de reprendre des forces. La jeune serveuse s'inclina poliment, bien qu'une lueur d'hésitation traversa son visage. Monsieur, ce sont certains de nos articles les plus chers. Voulez-vous revoir le menu? Nicolas frappa du poing sur la table, faisant sursauter Monique, qui rongeait une pince de homard. Il foudroya la serveuse du regard. Êtes-vous en train de sous-entendre que je ne peux pas me le permettre? Savez-vous qui je suis? Je suis le PDG d'Apex Innovation. Apportez-le, c'est tout. L'argent n'est pas un problème. Chloé braqua la caméra sur le visage de son frère, sa propre expression étant un masque d'admiration servile. Voyez tout le monde, mon frère est un vrai magnate. Il gâte sa maman et sa sœur comme personne d'autre. Pas comme certaines belles-sœurs radines que je connais qui marchandent sur le prix de la laitue. Monique, avalant une bouchée de viande, renchérit. C'est vrai. Sa femme est complètement inutile. Une bonne à rien. Dieu merci, cette famille a Nicolas pour ramener l'argent où nous serions à la rue. Maintenant mange, mon fils. Mange. Tu as besoin de tes forces pour gagner plus d'argent. Nicolas rayonna, plongeant la main dans la poche de son blazer et sortant un portefeuille en faux alligator qu'il avait acheté sur un marché aux puces. De l'intérieur, il extrait cérémonieusement une carte de crédit noire élégante, la tenant devant la caméra comme un trophée. Je paie avec la carte noire ce soir, juste un passage. Pas besoin de regarder le prix. En regardant cela dans le train, j'éclatai de rire. Les gens se retournèrent pour me regarder comme si j'étais folle, mais je m'en fichais. C'était une carte de crédit supplémentaire que j'avais mise en place pour lui il y a 1 an avec une limite de 50 000 €, liée directement à mon compte personnel de fiducie. Il avait toujours cru que la banque la lui avait donnée en raison du prestige de son entreprise, ne sachant jamais qu'elle n'avait été approuvée que parce que j'avais utilisé ma propre épargne comme garantie. Depuis 1 an, il dépensait mon argent avec prodigalité en virée shopping pour d'autres femmes, puis rentrait à la maison en mentant, disant que c'était une prime de projet. Je savais tout, mais j'avais fermé les yeux, voulant préserver la paix dans notre famille. Mais ce soir, cette carte serait son aller simple pour l'enfer. Je fermai l'application Instagram et ouvris mon application bancaire mobile. Mon doigt plana sur la section de gestion des cartes. Titulaire de carte secondaire, Nicolas Lefebvre. Statut, actif. Je pris une inspiration. De l'autre côté de la ville, Nicolas déblatérait encore sur ses projets imaginaires, sur l'avenir glorieux de la famille Lefebvre. Monique et Chloé gloussaient encore sur un tas d'argent qu'elles pensaient être le sien. Mangez, murmurai-je. Profitez de chaque bouchée parce que bientôt vous allez tout recracher. Mon doigt appuya. Bip. Un message de confirmation apparut à l'écran. Carte verrouillée avec succès. Toutes les transactions futures seront refusées. À ce moment précis, mon téléphone vibra à nouveau. C'était un SMS de mon père. J'ai envoyé quelqu'un te chercher. La voiture attend à la prochaine gare. Rentre à la maison, ma fille. Le jeu est terminé. J'éteignis mon téléphone, serrant mon fils contre moi. Le TER entra lentement en gare. À travers la bruine qui avait commencé à tomber, je vis une flotte de Rolls-Royce noirs attendant comme des panthères silencieuses leur maître. Le chef du personnel de longue date de mon père, Pierre, un homme aimable aux cheveux argentés, se tenait debout, tenant un grand parapluie noir, ses yeux scrutant anxieusement la foule. Le rideau était tombé. Il était temps pour le phénix de renaître de ses cendres. Quant à ces corbeaux, ils n'avaient aucune idée de la tempête qui allait s'abattre sur leur tête. La bruine se transforma en une averse régulière. Des gouttes froides frappant mon visage et mon cou. Mais étrangement, je ne sentais plus le froid. Le feu de la rétribution dans mon cœur brûlait trop fort, incinérant chaque trace de la femme fragile qui venait de traverser la vallée de la mort. Le train lourd s'éloigna du quai,
me laissant debout sous l'abri fragile et fuyant de la gare. Mais je n'étais pas remonté. Je savais que ma maison n'était pas l'endroit où se trouvait cet homme traître. Au loin, le convoi de voitures noires approchait, fendant la mer du trafic de l'heure de pointe avec une grâce intimidante. Une Rolls-Royce Phantom avec une plaque d'immatriculation personnalisée ouvrait la marche, flanquée de 2 Range Rover d'escorte. Les piétons s'arrêtaient et regardaient, pensant probablement qu'un chef d'État passait. La Phantom s'arrêta directement devant moi. La portière s'ouvrit, et un homme dans la soixantaine, aux cheveux poivre et sel et au costume méticuleusement taillé, se précipita dehors. Pierre, l'homme qui m'avait pratiquement élevé, se hâta depuis le siège passager, tenant un grand parapluie noir pour nous protéger, mon fils et moi. Mademoiselle Manon. Oh, ma chère mademoiselle Manon. La voix de Pierre était épaisse d'émotion, au bord des larmes, mais mes yeux étaient fixés sur l'homme debout, figé devant moi. Mon père, Jean-Pierre de Saint-Hubert, le président de la holding Saint-Hubert, un homme dont le moindre tout-sautement pouvait faire trembler le monde des affaires de la ville. Mon père me regarda, puis son petit-fils nouveau-né enveloppé dans une vieille couverture usée, et enfin mes propres chaussures en toile éclaboussées de boue. Ses yeux devinrent rouges, et une veine pulsa sur son front. Il ne dit pas un mot. Il se jeta simplement en avant et nous tira tous les deux dans une étreinte serrée. Ses épaules larges et fortes tremblaient. « Papa, je suis tellement désolé. » J'enfouis mon visage dans sa poitrine, qui sentait légèrement le bois de cèdre et le succès. Les larmes coulaient, lavant la crasse de la ville et la souillure de mon humiliation. J'avais tellement tort. Rentrons à la maison, ma chérie. Je suis là maintenant. Sa voix était grave, empreinte d'une douleur qu'il essayait de réprimer. Il enleva sa veste de costume et la drapa sur moi, protégeant soigneusement son petit-fils du vent. On m'aida à monter dans la voiture. L'intérieur était chaud, sentant le cuir riche et une pointe d'huile essentielle d'orange. Le médecin privé de la famille commença immédiatement à examiner Léo. Je m'appuyai contre le siège moelleux, ayant l'impression de venir de me réveiller d'un long et épuisant cauchemar. Mon père s'assit à côté de moi, sa main serrant la mienne, froide. Il sortit son téléphone et composa un numéro. Il n'eut pas besoin du haut-parleur. Dans le sanctuaire silencieux de la voiture, j'entendis chaque mot froid et brutal qu'il prononça. « Allô, c'est Saint-Hubert. Dans les 2 prochaines heures, je veux que la petite start-up de Nicolas Lefebvre, Apex Innovation, soit rayée de la carte des affaires de la ville. Coupez toutes ses lignes de crédit, gelez ses comptes, et envoyez le fisc et l'autorité des marchés financiers lui rendre visite. La raison ? La raison est qu'il a osé faire prendre le train à ma fille. » Mon père raccrocha, jetant le téléphone de côté. Il regarda par la fenêtre la tempête qui faisait rage dehors, son expression tranchante comme un rasoir. Il veut du statut. Je vais lui montrer ce que signifie être un moins que rien. Il aime l'argent. Je vais lui faire goûter ce que c'est que de n'avoir rien. La voiture glissa au loin, m'emportant loin de la fausse pauvreté que j'avais si bêtement embrassée. Mais une vague inquiétude persistait. Nicolas était un homme mesquin. Une fois acculé, essaierait-il de mordre ? Pendant que j'étais cocooné dans les soins de mon père, au restaurant le plus cher de la ville, la célébration de la famille Lefebvre atteignait son apogée. Je connaissais chaque détail car le système de sécurité du restaurant appartenait à la corporation de mon père, et je regardais un flux en direct sur un iPad. La table VIP était une montagne de nourriture. La vapeur s'élevait dans l'air, se mêlant au rire bruyant de 3 personnes ivres de leur victoire perçue. Nicolas était assis au milieu, le visage rouge, faisant tourner son verre de vin, débitant des absurdités sur ses affaires imaginaires. « Ne t'inquiète pas, maman. Je touche le gros lot cette année. Ce projet de développement immobilier est dans la poche. J'ai tout mis dedans. Une signature, et l'argent coulera à flot. Je t'achèterai un manoir au bord d'un lac. J'embaucherai une douzaine de domestiques pour te servir. » Monique était extatique, souriant si largement que ses yeux disparaissaient. Elle plaça une énorme crevette dans l'assiette de son fils. « Oh, quel beau parleur. Mais écoute, fiston. Tu dois garder un œil sur cette femme qui est la tienne. Elle vient de la campagne. Maintenant que nous sommes riches, elle pourrait essayer de donner de l'argent en douce à ses parents pauvres. Je ne fais simplement pas confiance à son genre. Oh, maman, ne t'inquiète pas pour ça. » Nicolas fit un geste dédaigneux de la main, mâchant un morceau de viande.
C'est une idiote. Elle fait tout ce que je dis. Je contrôle tout l'argent. J'ai ses cartes bancaires. Que peut-elle faire? Tout ce qu'elle sait faire, c'est avoir des bébés et cuisiner. Chloé, toujours en train de diffuser en direct, renchérit. Carrément, maman. Ma belle-sœur est bête comme ses pieds. Nicolas lui a dit de prendre le train aujourd'hui, et elle est juste restée là avec un visage vide. Elle n'a même pas discuté. C'était hilarant. Tous ceux qui regardent, mettez un like pour mon frère. C'est comme ça qu'un vrai homme dresse sa femme. Je regardais l'écran, mon doigt traçant une ligne sur le verre froid. Dresser sa femme. On verra qui dresse qui. Juste à ce moment, le téléphone de Nicolas sonna. C'était son partenaire stratégique, un homme dont Nicolas se vantait toujours qu'il était comme un frère. Il fit signe à sa famille de se taire, lissa ses cheveux, adopta un ton sérieux et répondit à l'appel. « Eh, Lucas, c'est Nicolas. Je suis au dîner. Tu es déjà arrivé? Je peux leur demander de mettre un autre couvert. » Mais le sourire sur le visage de Nicolas s'évanouit, soufflé comme une bougie dans un ouragan. Son visage passa du rouge au pâle, puis à un blanc exsangue. Sa main trembla et ses couverts s'entrechoquèrent sur la table. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? On avait un accord. » Lucas, attends. Écoute-moi. Allô? Allô? La ligne fut coupée. Nicolas fixa son téléphone, hébété, des perles de sueur apparaissant sur son front. Le projet immobilier, la seule bouée de sauvetage qui maintenait ses finances à flot, venait d'être annulé. Le partenaire avait été bref. Nous avons reçu une directive d'en haut. Il nous est interdit de faire des affaires avec ton entreprise. Qu'est-ce qu'il y a, fils? Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Monique, inquiète, un morceau de poisson encore à mi-chemin de sa bouche. Nicolas tressaillit, agitant rapidement la main et forçant un sourire peiné. Rien, maman. Rien. Juste un petit contretemps. Il a eu une urgence soudaine. Continuons à manger. Il saisit son verre de vin et le vide d'un trait, mais sa main tremblait si fort que du vin éclaboussa sa chemise blanche coûteuse. Il ne savait pas que ce n'était que le coup d'envoi du massacre financier que mon père avait orchestré pour lui. Ping. Une alerte SMS sur le téléphone de Nicolas. Il jeta un coup d'œil. C'était de sa banque. Votre compte d'entreprise a été gelé à la demande des autorités fédérales. Les yeux de Nicolas s'écarquillèrent d'horreur. Il cligna des yeux, mais les mots accablants restèrent sur l'écran. La voiture de mon père m'avait amené aux portes de notre domaine familial. Les grilles en fer forgé doré s'ouvrirent lentement, révélant une allée pavée menant à un magnifique manoir que, depuis 2 ans, je n'avais osé regarder que sur Google Maps pour apaiser mon mal du pays. La voiture était silencieuse, mais je savais que de l'autre côté de la ville, le monde de mon mari commençait tout juste à imploser. Au moment où mon pied toucha le tapis rouge moelleux dans le hall, le téléphone dans mon sac vibra. C'était Nicolas. Je regardais l'écran, le nom du contact, mon amour, que j'avais autrefois si soigneusement enregistré. Comme cela semblait ironique maintenant. Je pris une profonde inspiration, fis signe à tout le monde de se taire et répondis, « Allô ?» Ma voix était légère, d'un calme troublant. « Où est-ce que tu es, bordel ?» Le rugissement de Nicolas traversa le téléphone, un mélange de panique et de colère infondée. « Tu es rentré? Le dîner est prêt? J'ai appelé sur le fixe et personne ne répond. Tu vas nous obliger, ma mère et moi, à rentrer pour manger des nouilles instantanées? » Il n'avait toujours aucune idée qu'il se tenait au bord d'un précipice. Il utilisait toujours ce ton patriarcal dominateur avec moi, comme s'il pensait que j'étais toujours cette petite souris trimant dans notre cuisine exiguë et grasse. « Je ne suis pas à l'appartement, Nicolas, répondis-je, mes yeux admirant le brillant lustre en cristal suspendu au plafond. Je suis chez mon père. » « Chez ton père? » Il ricana, sa voix dégoulinant de mépris. « Cette petite bicoque à la campagne. Pourquoi traînerais-tu le bébé dans cet endroit abandonné de Dieu pour qu'il prenne tes habitudes de péquenaude? Prends un Uber et rentre tout de suite. Je te donne 30 minutes. Si tu n'es pas rentré, tu vas le regretter. » À côté de moi, mon père avait tout entendu. Il prit le téléphone de ma main et le mit sur haut-parleur. Il ne dit rien,
fit juste signe à Pierre d'allumer le système audio du salon. Une gracieuse symphonie classique remplit l'air. La qualité sonore si pure qu'elle ne pouvait provenir que d'une installation à 6 chiffres. « Tu entends ça » demandai-je à nouveau à Nicolas. « C'est quoi ce bruit ? Tu es dans un café ? Ça doit être agréable d'avoir autant de temps libre, claqua-t-il. Non, c'est la musique chez mon père, dis-je avec un sourire doux et glacial. Profite juste de ton repas. Mange autant que tu peux parce que j'ai peur que ce soit le dernier bon repas que tu auras pour le reste de ta vie. Quoi ? De quoi parles-tu ? Tu me jettes un sort ? Bégaya Nicolas, une note d'anxiété se glissant enfin dans sa voix. Je ne te jette pas de sort. Je te préviens juste, dis-je lentement, en articulant chaque mot. Oh, et au fait, le homard là-bas est délicieux. Assure-toi de manger la carapace aussi. Bientôt, tu ne pourras même plus te permettre les carapaces. Je raccrochai. Ma main tremblait, non de peur, mais du frisson cruel d'instiller la terreur chez l'homme qui m'avait piétiné. Mon père me tapota l'épaule. Bien joué, ma chérie. Maintenant va te reposer. Laisse-moi finir de sortir les poubelles. Mais je secouai la tête. Non, papa. Je veux regarder. Je veux le voir se tortiller dans le bourbier qu'il a creusé pour lui-même. Tout comme je l'avais prédit, 60 minutes après mon appel, la vraie tempête frappa la table du dîner de la famille Lefebvre. Le téléphone de Nicolas n'était plus un appareil de communication. C'était une bombe à retardement, sonnant incessamment avec des appels funestes. Monsieur Lefebvre, c'est une catastrophe. La voix frénétique de son chef comptable hurla à travers le haut-parleur, que Nicolas, dans sa panique, avait oublié d'éteindre. Le fisc fait une descente au bureau. Ils saisissent tous nos dossiers, nos ordinateurs. Ils disent que l'entreprise est coupable d'évasion fiscale, de fraude et de blanchiment d'argent. Vous devez venir ici tout de suite. Quoi ? Nicolas laissa tomber son téléphone dans un bol de sauce. Il se précipita pour le ramasser, l'essuyant sur son pantalon, le visage livide. De quoi parles-tu ? Qui blanchit de l'argent ? Qui fraude le fisc ? Avant qu'il ne puisse assimiler l'information, un autre appel arriva. C'était le directeur d'agence de sa banque, le même homme qui l'avait invité à jouer au golf pas plus tard qu'hier. Nicolas, j'appelle pour t'informer que le prêt sur ton appartement est ADS 9 et maintenant en défaut de paiement. La banque a reçu des informations selon lesquelles la garantie est légalement compromise. Nous procédons à la saisie immédiate des actifs. Tu dois te préparer à remettre la voiture et la propriété. Les oreilles de Nicolas bourdonnaient, sa vision se brouillait. Il s'effondra sur sa chaise, ses jambes se transformant en gelée. Le bœuf bourguignon de premier choix dans son assiette ressemblait maintenant à un tas de pierres appuyant sur sa poitrine. Monique, voyant le visage vert de son fils et la sueur couler sur lui, s'alarma. « Nicolas, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu es malade ? Tu as mangé quelque chose de mauvais ? » Maman, chuchota Nicolas, sa voix brisée. Tout est parti. Tout a disparu. Qu'est-ce qui a disparu ? Tu as perdu ton portefeuille ? Monique commença à tapoter les poches de son fils. L'entreprise, l'appartement, la voiture, tout est parti et nous sommes ruinés. Nicolas gémit, un son déchirant qui attira l'attention de tout le restaurant. Les gens commencèrent à pointer du doigt et à chuchoter. Les regards d'admiration de tout à l'heure s'étaient transformés en curiosité morbide. Chloé, terrifiée, mit rapidement fin à son direct, le visage pâle. « Tu plaisantes, Nicolas ? Ne me fais pas peur comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire par ruiner ? Alors qui va payer le dîner ? » Sa question fut comme un couteau remué dans les tripes de Nicolas. Il fouilla son portefeuille où il avait quelques rares billets et la puissante carte noire de sa femme. C'était ça. La carte noire. La carte avec la limite de 50 000 €. C'était comme un homme qui se noie s'agrippant à un morceau de bois flotté. Il essaya rapidement de se ressaisir. Ça va aller. Ça va aller. Ça doit être une erreur. J'ai encore la carte de Manon. Un passage et c'est réglé. Continue juste à manger, maman. Laisse-moi passer un appel et régler ça. Mais ses mains tremblaient tellement qu'il ne pouvait même pas composer un numéro.
Une sueur froide coulait dans son cou, tombant sur la table, créant une scène pathétique et chaotique. Et le pire était encore à venir. L'attendant à la caisse. La fête se termina dans une atmosphère aussi lourde qu'un enterrement. Monique, ne voulant pas gaspiller la nourriture coûteuse, essaya de fourrer quelques morceaux de viande supplémentaires dans sa bouche et tenta même sournoisement d'emballer les restes dans un sac en plastique. Mais un serveur l'arrêta poliment, la faisant jurer dans sa barbe. L'addition arriva. « Monsieur, votre total s'élève à 1580,75 €, dit le jeune serveur, le même que Nicolas avait rabaissé plus tôt. Il portait un sourire professionnel, mais ses yeux étaient froids. Monique haleta. « Quoi? Plus de 1500 € pour un petit dîner? C'est du vol qualifié. Je veux voir le gérant. » « C'est bon, maman. » Nicolas la coupa, essayant de sauver son dernier lambeau de dignité devant la foule qui le dévisageait. Il se leva, ajusta son blazer taché, et sortit la carte noire, la tenant entre deux doigts avec un air nonchalant répété. « Débitez ça. » Le serveur prit la carte et la passa dans la machine. Bip bip bip. Une lumière rouge d'erreur clignota. Le serveur réessaya, le même cri électronique strident d'échec. « Je suis désolé, monsieur. La transaction a été refusée, dit le serveur en rendant la carte. Sa voix était légèrement plus forte cette fois, assez forte pour que les tables voisines l'entendent. Refuser? Qu'est-ce que vous voulez dire par refuser? Savez-vous seulement utiliser ce truc? Hurla Nicolas, sa voix se brisant de peur. Cette carte a un plafond de 50 000 €. Je pourrais acheter tout ce restaurant avec. Il reprit la carte, l'essuya sur sa chemise et la rendit. Réessayez. Votre machine doit être cassée. Le serveur réessaya patiemment une troisième fois. Les mêmes mots clignotèrent sur l'écran en lettres rouges aveuglantes. Transaction refusée. Un silence de mort tomba sur leur section du restaurant. Quelques femmes à la table voisine commencèrent à ricaner. Eh bien, je pensais que c'était un gros bonnet. Il s'avère que c'est juste un faux. Il ne peut même pas payer le dîner. Nicolas était trempé de sueur. Il sortit toutes les autres cartes de son portefeuille, sa Visa, sa Mastercard, sa carte de débit. Il les essaya une par une. Bip. Carte verrouillée. Bip. Fonds insuffisant. Bip. Carte expirée. Chaque issue de secours avait été coupée. J'avais verrouillé la carte noire et la banque avait gelé ses comptes. Il se tenait maintenant dans un restaurant de luxe avec une facture de 1500 € et pas assez d'argent liquide en poche pour la payer. Le gérant du restaurant, un homme grand et charnu, s'approcha. Il regarda Nicolas de haut en bas avec un mépris non dissimulé. « Quel est le problème ici? Vous prévoyez de partir sans payer. Si vous n'avez pas l'argent, vous pouvez laisser votre montre ou votre téléphone en garantie et appeler quelqu'un pour apporter l'argent. Nous ne faisons pas la charité ici. » Tremblant, Nicolas enleva sa montre suisse. C'était une réplique bon marché qu'il avait achetée pour 50 €, mais il avait dit à sa mère qu'elle valait 5000 €. Il la posa sur le comptoir. « Tenez, je laisse ça. » Le gérant la ramassa, la regarda une seconde, et la rejeta sur la table. « C'est une fausse. Le plaquage s'écaille déjà. Vous pensez que ça vaut 1500 €? Vous vous moquez de moi? Sécurité. Verrouillez les portes et appelez la police. Nous avons un cas de fraude ici. » À la mention de la police, Monique se jeta par terre et commença à gémir. « Au secours! Ils essaient de nous tuer. Ils appellent les flics pour une vieille dame juste pour avoir dîné. » Nicolas restait figé, le visage sombre. Dans un moment de pur désespoir, il sortit son téléphone, avec l'intention d'appeler ses frères pour emprunter de l'argent. « Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Cet utilisateur est actuellement occupé. Je ne sais pas. Arrêtez d'appeler. » Tout le monde lui avait tourné le dos. Il était complètement seul. Juste à ce moment, l'écran de son téléphone s'alluma. C'était un nouveau SMS de ma part. « Qu'est-ce qu'il y a, chérie? La carte ne marche pas? Dois-je dire à mon père d'acheter le restaurant et de t'offrir ton repas? Oh, mais attends. Mon père dit qu'il ne soutient pas les parasites.
Nicolas fixa le message, puis les gardes de sécurité qui s'approchaient avec des regards menaçants. Il sut alors que l'enfer venait d'ouvrir ses portes pour l'accueillir. La cacophonie dans le restaurant sembla s'estomper dans un vide, laissant un silence étrange autour de la famille de mon mari. J'étais assise dans le confort moelleux de la Rolls-Royce, mes yeux rivés sur l'iPad diffusant les images de sécurité du restaurant. Un étrange mélange de satisfaction amère et de tristesse persistante me traversa. Nicolas se tenait là, la sueur coulant sur son visage, fouillant frénétiquement chaque poche, son pantalon, son blazer, même le faux portefeuille en alligator dont il était autrefois si fier. Ses doigts tremblaient alors qu'il sortait des billets froissés et des cartes en plastique inutiles. Quel semble être le problème, monsieur Lefebvre? Je croyais que vous couvriez tout. La voix du gérant dégoulinait de sarcasme. Il se tenait les bras croisés, le regard perçant, regardant l'homme rétrécir sous la pression. Les gardes de sécurité costauds avaient formé un mur humain autour d'eux, bloquant toute pensée d'évasion. Monique avait arrêté son cinéma. Elle était assise sur le carrelage froid, le visage livide, ses yeux cherchant partout une issue de secours qui n'existait pas. L'orgueil hautain d'une mère de PDG avait été arraché, la laissant ressembler à une voleuse ordinaire prise sur le fait. Je vais laisser cette montre, bégaya Nicolas, tendant la fausse montre. C'est une Patek Philippe. Je l'ai achetée en Suisse pour 5 000 €. Vous pouvez la garder jusqu'à ce que j'apporte l'argent demain. Le gérant tint la montre à la lumière. Cela lui prit tout au plus 3 secondes. Il eut un sourire narquois et la jeta sur le dessus de table en marbre avec un cliquetis qui résonna comme un clou enfoncé dans le cercueil de la dignité de Nicolas. Mon pote, tu es sérieux? C'est une contrefaçon bon marché achetée à la sauvette. Tu penses que tu peux utiliser ça pour couvrir une facture de près de 1 600 €? Tu dois nous prendre pour des idiots. Le visage de Nicolas prit une teinte violette meurtrie. Il se tourna vers sa mère et sa sœur, ses yeux implorant de l'aide. Chloé, ma belle-sœur toujours dramatique, essayait maintenant de se rendre invisible, serrant son sac à main et faisant semblant de ne pas connaître l'homme qui faisait une scène. Chloé, as-tu de l'argent? Prête-le-moi. Je te rembourserai le double demain, supplia Nicolas, saisissant le bras de sa sœur. Chloé retira son bras comme si elle avait été brûlée. Tu es fou? Où est-ce que je trouverai une telle somme? Tout mon argent est bloqué dans ma boutique en ligne. J'ai seulement assez pour un taxi. C'est toi le PDG. Débrouille-toi. Tu mens. Je t'ai vu te vanter en ligne hier d'avoir vendu une centaine de commandes. Nicolas perdit le peu de sang-froid qui lui restait. Il commença à lutter avec sa propre sœur pour son sac à main au milieu du restaurant bondé. La scène de 2 frères et sœurs se déchirant pour de l'argent était un spectacle pour les autres dîneurs. Les gens sortirent leur téléphone pour enregistrer. Des rires et des huées éclatèrent. Regardez ça. Je pensais que c'était un magnate. Il s'avère qu'il est juste fauché. Que de la gueule et pas d'argent. Que quelqu'un filme ça. C'est de l'or. Monique, voyant ses enfants se battre, laissa échapper un cri pathétique. Oh, cette famille est maudite. Nicolas, laisse ta sœur tranquille. Vas-tu la voler pour payer tes dettes? Finalement, sous la menace des gardes et le poids écrasant de l'humiliation publique, Chloé sortit à contre-cœur une liasse de billets en désordre. Nicolas dut vider ses propres poches et contracter plusieurs prêts sur salaire à taux d'intérêt élevé sur son téléphone, là, sur place. Entre eux, ils réussirent à peine à rassembler assez pour couvrir la facture. Le gérant compta l'argent soigneusement avant de faire un signe de tête à ses gardes. La prochaine fois que vous êtes fauchés, mangez à un food truck. Ne venez pas ici salir nos sièges. Maintenant, sortez. Ils sortirent tous les 3 du restaurant en traînant les pieds, la tête basse de honte. Je regardais les épaules affaissées de Nicolas sur l'écran, ne ressentant aucune pitié. Ce n'était que le début. Le prix de la trahison n'était pas juste un repas coûteux. Ils franchirent les portes tournantes en pensant que le cauchemar était terminé, mais ils ne savaient pas que la vraie tempête les attendait sur le parking où le dernier lambeau de fierté de Nicolas, sa DS9, était sur le point de lui être arraché pour toujours. Une averse soudaine s'abattit sur la ville, nettoyant les rues, mais exposant la misère de ses habitants. Ils se tenaient tous les 3 blottis sous l'auvent du restaurant, regardant les trompes d'eau. Le vent froid fit frissonner et éternuer Monique, sa robe rouge criarde maintenant trempée et collant à elle,
la faisant ressembler à une dinde noyée. Où est la voiture? Dis au valet d'amener la voiture maintenant. Je suis morte de froid. Monique martela le dos de son fils. Nicolas regarda autour de lui nerveusement. Juste au moment où il allait appeler le valet, une voix calme et ferme coupa le bruit de la pluie. Il n'est pas nécessaire de chercher. La voiture ne vous appartient plus. Un homme en costume noir, tenant une mallette et abrité par un garde du corps avec un parapluie, émergea de la pluie. C'était Stéphane. Stéphane, le chef du service juridique de la corporation de mon père, un homme connu dans les cercles juridiques comme Stéphane le Marteau. Son visage était impassible, irradiant une autorité qui faisait reculer les gens instinctivement. Qui êtes-vous? Où est ma voiture? Bégaya Nicolas. Stéphane sortit calmement un dossier épais de sa mallette et le tendit. La première page portant les sceaux officiels du tribunal et de la banque était éclaboussée de pluie, mais les mots étaient encore parfaitement clairs. Je suis le représentant légal du propriétaire de la plaque d'immatriculation de la DS9. Il lut le numéro à voix haute. Selon la procuration et le contrat de crédit que vous avez signé, vous avez peut-être négligé de lire les petits caractères. Ce véhicule est la propriété de votre femme, Mademoiselle Manon de Saint-Hubert. En raison de votre violation grave des termes concernant les biens matrimoniaux combinés au défaut de paiement de votre entreprise, ce qui a déclenché une clause de reprise de garantie croisée, ma cliente a décidé de récupérer sa propriété avec effet immédiat. Les mots frappèrent Nicolas comme un coup de foudre. Il se jeta sur les papiers, mais le garde du corps, bâti comme un seconde ligne de rugby, le repoussa simplement. Il trébucha et tomba sur le trottoir mouillé et glissant. Vous mentez. Je conduis cette voiture. Je paie l'essence. Je l'entretiens. C'est mon image. Vous n'avez aucun droit. Nicolas hurla de désespoir. L'eau de pluie se mélangeait aux larmes coulant sur son visage tordu. Stéphane ajusta ses lunettes, sa voix aussi régulière qu'une machine. Vous empruntiez simplement la voiture pour maintenir une image, monsieur Lefebvre. Mademoiselle de Saint-Hubert a été très généreuse de vous laisser l'utiliser ces 2 dernières années pour tromper le monde. Mais aujourd'hui, quand vous l'avez forcée, elle est votre enfant nouveau-né, à prendre un TER, vous avez brûlé votre dernier pont. Sur ce, Stéphane leva le porte-clés familier. Au loin, les phares de la DS9 clignotèrent 2 fois. Le moteur rugit, et la voiture glissa au loin sous la pluie, laissant Nicolas assis sur le trottoir, tendant la main, impuissant, comme s'il essayait d'attraper un rêve brisé. La voiture de mon fils. Oh, ciel, la voiture est partie. Comment allons-nous vivre? Monique s'effondra sur le sol, gémissant et donnant des coups de pied dans une flaque d'eau sale. Chloé se tenait à côté d'elle, pâle et silencieuse, terrifiée à l'idée d'être entraînée plus loin dans le pétrin. D'autres voitures de luxe commencèrent à sortir du service de valet, leurs phares balayant les 3 figures pathétiques se tordant sous la pluie. Personne ne s'arrêta. Personne n'offrit d'aide. Le monde de la haute société qu'ils avaient si désespérément voulu rejoindre était, par nature, impitoyablement froid. Nicolas restait assis là, son costume coûteux, que j'avais payé, maintenant couvert de boue. La voiture n'était pas juste un véhicule. C'était toute la fondation de son identité de PDG à succès. Maintenant, il était revenu à ce qu'il était vraiment, un homme fauché et impuissant noyé sous les dettes. Maison. Rentrons à la maison, marmonna-t-il, sa voix tremblante. Au gîte. Au moins, nous avons toujours le gîte. Il se releva péniblement, tirant sa mère et sa sœur vers le haut. Ils chancelèrent vers la rue pour héler un taxi. Mais sous la pluie battante de l'heure de pointe, chaque taxi était occupé. Pire, voyant leur état trempé et ébouriffé, aucun chauffeur ne voulait les laisser monter. Ils finirent par devoir appeler un seul Uber, s'entassant à 3 sur la banquette arrière, et commencèrent le lent et humiliant voyage de retour vers l'immeuble de luxe que Nicolas appelait encore sa maison. Mais il ne se doutait pas que sa maison était maintenant devenue un piège froid et vide, et que la dernière porte de refuge était sur le point d'être scellée. Le grand hall du gîte de grand standing n'offrait aucun réconfort ce soir. Alors que Nicolas, Monique et Chloé entraient péniblement, ils laissèrent une longue traînée d'eau sale sur le sol en marbre poli. Le portier leur lança un regard soupçonneux, mais les reconnaissant, ne dit rien. Nicolas, essayant de s'accrocher à son dernier brin de fierté, garda la tête haute en marchant vers l'ascenseur et appuya sur le bouton du 18e étage.
Nous sommes presque à la maison, maman. Tu pourras prendre une douche chaude. Je mettrai le chauffage pour toi. Demain. Demain, je trouverai une solution. J'aurai l'argent. Je récupérerai la voiture, dit-il, bien que sa propre voix manquât de toute conviction. Digne. L'ascenseur s'ouvrit sur le couloir silencieux. Nicolas se précipita vers l'appartement 1806, ses mains tremblantes essayant d'insérer la clé dans la serrure, mais elle n'entrait pas. Il réessaya encore et encore, la retournant, la sueur perlant sur son front. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es ivre? Tu ne peux pas ouvrir ta propre porte? Exigea Monique avec impatience. Ça ne marche pas, maman. Je pense que la serrure a été changée, bégaya Théil, son visage se vidant de toute couleur. Juste à ce moment, la porte s'ouvrit de l'intérieur. Mais ce n'était pas moi. C'était une femme corpulente d'âge moyen au visage lourdement poudré, au rouge à lèvres vifs, et avec une cigarette électronique soufflant un nuage de fumée. C'était Valérie, la véritable propriétaire de l'appartement. Une femme avec qui j'avais arrangé une location sous son nom pour tester le caractère de Nicolas ces 2 dernières années. Valérie toisa les 3 silhouettes trempées à sa porte, un ricanement sur le visage. Tiens, si ce n'est pas le PDG Lefebvre. Toute la famille est allée nager dans la rivière? Vous, que faites-vous dans mon appartement? Hurla Nicolas. Avez-vous changé mes serrures? Savez-vous que l'effraction est un crime? Valérie rit, un rire fort et retentissant qui résonna dans le couloir. Votre appartement? Réveille-toi, mon petit. C'est mon appartement. Je l'ai loué à votre femme. Et ce matin, votre femme a appelé pour résilier le bail. Elle a dit que vous aviez 6 mois de retard sur le loyer et les charges et qu'elle n'allait plus couvrir vos arrières. Donc, je suis venu reprendre ma propriété. Aussi simple que ça. Les yeux de Monique s'écarquillèrent de choc et elle serra sa poitrine. Quoi? Une location? Tu m'as dit que tu l'avais acheté pour 5 millions. Tu as dit que l'acte était dans le coffre. Nicolas restait figé. Son plus grand secret, le mensonge qu'il avait maintenu pendant des années, était maintenant mis à nu. Il avait menti à sa mère, à sa sœur, à toute sa famille, prétendant avoir acheté un appartement de luxe en ville. En réalité, l'argent que je lui donnais pour le loyer chaque mois avait été flambé au jeu ou dépensé pour d'autres femmes, le laissant profondément endetté. Allons, pas besoin de théâtre, dit Valérie, agitant la main avec désinvolture vers un tas de bagages et de cartons empilés en désordre dans le couloir. J'ai déjà fait sortir toutes vos affaires. Vos vêtements, vos chaussures, même ces fausses plaques d'entrepreneur de l'année. Prenez-les et sortez de ma vue. J'ai de nouveaux locataires qui arrivent. Oh, et votre dépôt de garantie de 3 mois. Il part dans votre loyer impayé. Vous me devez encore 2000 € pour les charges. Payez ou je poste votre histoire sur tous les réseaux sociaux. S'il vous plaît. Ma mère est malade. Il pleut. Si vous nous mettez dehors, où irons-nous? Nicolas tomba à genoux, suppliant. Laissez-nous juste rester pour une nuit. Nous serons partis demain matin. Pas question. Ce n'est pas un refuge pour sans-abri ici. Dégagez. Valérie claqua la porte. Le clic du verrou fut comme le marteau d'un juge scellant leur sort. Le choc fut trop fort pour Monique. Elle laissa échapper un petit halètement et s'évanouit, s'effondrant sur le sol du couloir. Chloé hurla, « Maman! Maman! Nicolas! Je crois qu'elle est morte. » Nicolas berça sa mère, sanglotant hystériquement. Il regarda la porte fermée, puis leurs affaires empilées comme des ordures. Pour la première fois de sa vie, il ressentit l'impuissance absolue d'un homme n'ayant rien, ni voiture, ni maison, ni argent. Où allons-nous maintenant? Oh mon Dieu, où allons-nous? Pleura Chloé, son mascara coulant en traînées noires sur ses joues. Soudain, Nicolas se souvint de mon appel téléphonique de plus tôt. Ma voix résonna dans son esprit, non comme une bouée de sauvetage, mais comme un morceau de bois pourri dans une inondation. Je suis chez mon père. Il se rappela vaguement une fois où nous conduisions à travers le quartier exclusif du domaine de la vallée de la Loire. J'avais pointé du doigt le manoir le plus grand et le plus spectaculaire et plaisanté, quand nous serons vieux,
prenons notre retraite ici. C'est la maison de mon père. Il s'était moqué de moi alors, me traitant de délirante. Mais maintenant, c'était son seul espoir. La maison de Manon, pensa-t-il, serrant les dents, les yeux injectés de sang. Elle ne peut pas être cruelle au point de laisser sa propre belle-mère mourir dans la rue. Le voyage de la ville vers les domaines en banlieue lointaine fut le plus long et le plus misérable de leur vie. Sans argent pour un taxi et leur téléphone déchargé, ils durent utiliser les derniers euros de Chloé pour prendre le bus, le mode de transport même que Nicolas avait méprisé quelques heures auparavant. Dans le bus, il se blottit dans un coin au fond, cachant son visage avec sa veste, terrifié à l'idée d'être reconnu. Monique avait repris connaissance, mais reposait mollement contre Chloé, gémissant et maudissant mon nom avec le peu de force qu'elle avait. Après être descendu du bus, ils durent marcher encore 3 kilomètres dans l'obscurité et la pluie battante pour atteindre la communauté fermée. Les routes pavées élégantes étaient glissantes, et Monique tomba plusieurs fois. Je ne peux plus marcher. Elle siffla, s'effondrant sur le trottoir. Cette fille misérable. Elle m'a ruiné. Elle m'a piégé. Encore un peu, maman. Une fois que nous y serons, je la ferai s'agenouiller et s'excuser auprès de toi. Je lui ferai me rendre tout mon argent. Nicolas bouillait de rage, traînant à moitié sa mère. Il s'accrochait encore à l'illusion que je faisais juste un caprice, qu'une fois qu'il se montrerait et affirmerait son autorité de mari, je céderais. Chloé marchait péniblement à côté d'eux, le talon de sa chaussure brisé depuis longtemps. Elle marchait pieds nus, pleurant de froid et de douleur. C'est tout de ta faute. Tu as dit que tu avais tout sous contrôle, et maintenant regarde-nous. J'aurais mieux fait de rester dans notre petite ville. La ferme. Nicolas se retourna et gifla sa sœur au visage. Quand j'avais de l'argent, tu étais contente de le dépenser. Maintenant que je suis à terre, tu te retournes contre moi. 3 fantômes se disputant et se déchirant dans le noir. La faim, le froid et la peur avaient arraché toute prétention, révélant leurs vraies natures égoïstes. Finalement, ils virent la lueur jaune chaude des lampadaires de style ancien. Devant eux se dressait le domaine de la vallée de la Loire, l'enclave des super riches, et au centre, le plus proéminent de tous, était le domaine de ma famille. Les grilles en fer de 3 mètres de haut étaient finement ouvragées, les murs de pierre s'étendant à l'infini dans les 2 directions, ponctués de caméras de sécurité. La maison principale était illuminée comme un château de conte de fées. Nicolas se tint devant la grille, levant les yeux vers sa grandeur, se sentant aussi petit qu'une fourmi. Il déglutit difficilement, sa confiance d'avant s'évanouissant, mais le froid et la faim le poussèrent en avant. Il se précipita vers la grille et frappa sur le fer froid. « Manon, Manon, ouvre. C'est moi, ton mari. » Ses coups résonnèrent dans la nuit pluvieuse, mais la seule réponse fut le silence imposant du manoir. « Manon, tu sors ? Ta belle-mère est en train de mourir ici. Essaies-tu de la tuer ? » Soudain, un projecteur lumineux depuis la loge du gardien s'alluma, les aveuglant. Une porte latérale bourdonna et s'ouvrit lentement. Le visage de Nicolas s'illumina. Elle ouvre. Elle a peur. On est dedans. Mais ce n'était pas moi qui émergeais. C'était Pierre, le chef du personnel de ma famille, vêtu d'un costume noir immaculé et de gants blancs. Il était suivi de 2 gardes de sécurité imposants, chacun tenant la laisse d'un berger allemand qui grondait sourdement dans sa gorge. Pierre se tint bloquant l'entrée, regardant les 3 figures délabrées avec la curiosité détachée qu'on pourrait réserver à des insectes étranges. Il ne dit rien, prenant simplement un mouchoir en soie de sa poche et le portant à son nez comme pour filtrer leur air contaminé. « Qui cherchez-vous ? » demanda-t-il, sa voix calme et résonnante d'autorité. « Je suis ici pour voir ma femme, Manon. Dites-lui de venir ici. » « Je suis son mari, » dit Nicolas, essayant de paraître commandant. Pierre leva un sourcil, son expression un masque de dérision. « Il n'y a pas de Manon, votre femme, ici. Il n'y a que mademoiselle Manon de Saint-Hubert, l'unique héritière de la holding Saint-Hubert. Et si je me souviens bien, mademoiselle de Saint-Hubert n'a pas de mari qui a l'air aussi débraillé. Vous, comment osez-vous m'insulter ? Je suis un PDG, postillonna Nicolas. Un PDG ? Pierre laissa échapper un petit rire glacial. Le PDG d'une société écran en faillite qui a été saisie par le gouvernement. Monsieur Lefebvre,
peut-être devriez-vous vous regarder dans un miroir. D'un signe de tête de Pierre, l'un des gardes s'avança et jeta un dossier dans une flaque aux pieds de Nicolas. L'éclaboussure trempa les papiers à l'intérieur. Mademoiselle de Saint-Hubert m'a demandé de vous donner ceci. C'est une demande de divorce. Elle l'a déjà signée. Que vous la signez est votre choix, mais je vous conseillerais de le faire rapidement. Chaque seconde que vous retardez, votre dette grandit. Nicolas fixa les papiers du divorce flottant dans l'eau boueuse. Les mots « demande de divorce » étaient comme un coup de marteau. Non, je veux la voir. Laissez-moi entrer. Il essaya de charger vers l'avant, mais les deux bergers allemands bondirent, aboyant férocement, le faisant reculer précipitamment et tomber au sol. Voyant les chiens, Monique hurla de terreur et surina dessus, une tache sombre s'étendant sur sa robe. Elle joignit les mains, s'inclinant devant Pierre. « Monsieur, s'il vous plaît, je vous en supplie, monsieur. Laissez-nous entrer à l'abri de la pluie. Mon petit-fils est là-dedans. Mon seul petit-fils. » Pierre regarda Monique avec un mélange de pitié et de dégoût. « Madame, quand vous forciez mademoiselle de Saint-Hubert et son nouveau-né à monter dans un train, pensiez-vous à votre petit-fils à ce moment-là? Quand vous festoyiez au restaurant, pensiez-vous à votre belle-fille, froide et souffrante? Ceci est une résidence privée, pas un marché public. Vous ne pouvez pas aller et venir comme bon vous semble. Fermez la grille, commanda Pierre. La lourde grille en fer commença à se fermer, réduisant la lumière chaude de l'intérieur à un ruban de plus en plus mince. Mais juste avant qu'elle ne se ferme complètement, une silhouette apparut sur le balcon du deuxième étage. Baigné dans la lumière du grand foyer, je me tenais là dans une simple robe de soie blanche, tenant Léo endormi dans mes bras. Je regardais les trois figures pathétiques en bas. Mes yeux rencontrèrent ceux de Nicolas. À ce moment, le temps s'arrêta. Il me vit, la femme péquenaude qu'il avait méprisée, maintenant élégante, royale et aussi intouchable qu'une reine. Il tendit la main, ses lèvres formant mon nom. Mais le son fut avalé par le fracas final assourdissant de la grille en fer qui claquait, le plongeant lui et sa famille dans l'obscurité et le désespoir. La lourde grille se ferma, coupant le regard désespéré de Nicolas. Pourtant, l'image de ces trois silhouettes trempées et grelottantes restait gravée dans mon esprit. Je me tenais sur le balcon, le vent froid et la pluie me fouettant, mais cela ne pouvait éteindre le feu qui brûlait lentement à l'intérieur. Léo remua dans mes bras. Sa chaleur était la seule chose qui me rattachait au présent, me rappelant de ne pas vaciller. « Mademoiselle Manon, votre père demande que vous rentriez à l'intérieur à l'abri du froid. Je vais gérer les choses ici. » La voix de Pierre parvint à travers mon oreillette. Je baissai les yeux et le vis diriger les gardes pour qu'ils passent au jet la zone où les Lefebvre s'étaient tenus, comme pour laver leur malchance. « Pierre, laissez-les entrer dans la loge du gardien, dis-je dans le micro, ma voix si calme qu'elle me surprit moi-même. Je veux en finir ce soir. Si je laisse traîner ça, j'ai peur de commencer à me sentir dégoûté de moi-même à nouveau. » 5 minutes plus tard, je descendis le grand escalier vers le salon principal. L'espace opulent avec ses lustres en cristal, ses tapis persans et ses peintures à l'huile inestimables ne faisaient que rendre les trois figures blotties sur un canapé en cuir dans le coin encore plus pathétique et déplacé. L'eau de pluie dégoulinait de leurs vêtements, formant des flaques troubles sur le sol en marbre poli. En entrant, le clic de mes talons résonna avec un air de commandement. Je n'étais plus dans une chemise de nuit démodée sentant le lait caillé. Je portais une robe en soie blanc perle, mes cheveux coiffés en un chignon élégant et brillant. Nicolas leva les yeux, la bouche bée. Il me regardait comme s'il voyait une parfaite inconnue, une déesse qu'il n'avait jamais été digne d'approcher. « Manon, c'est toi » bégaya-t-il. Il commença à se lever pour saisir mon bras par sa vieille habitude possessive, mais le regard glacial des deux gardes du corps debout derrière moi le figea sur place. Je m'assis dans le fauteuil face à eux, croisant les jambes, et laissai mon regard dériver sur leurs trois visages hagards. C'est une question stupide. Qui d'autre serais-je? Ou espérais-tu que je sois l'un de ces jeunes mannequins que tu likes sans arrêt en ligne? J'offris un petit sourire froid. Monique, se remettant de son choc, béa devant la pièce somptueuse. La lueur avide revint dans ses yeux, dominant sa peur. Alors tu es vraiment la fille d'un magnate, Manon? Demanda-t-elle, la voix mielleuse. Je le savais. Une femme avec ta grâce et ta beauté. J'ai toujours soupçonné que tu venais d'une famille noble.
Mon Nicolas est si chanceux de t'avoir épousé. Je regardais sa performance avec un pur mépris. Tu oublies vite, Monique. Je la coupais. Pas plus tard que cet après-midi, tu me traitais de péquenaude, de porte-poisse, de parasite. Comment suis-je soudainement devenu noble? Oh, ça. C'était juste une blague. Je te taquinais juste, chérie. Je t'aime plus que tout. Elle se jeta en avant pour saisir ma main, mais je la retirai, la faisant trébucher. Nicolas semblait avoir retrouvé un peu de son sang-froid. Il voyait une lueur d'espoir. Il pensait que tant que j'étais sa femme, cette fortune, ce manoir, le pouvoir de mon père, tout cela pouvait être à lui. Manon, tu m'as vraiment caché ça, dit-il avec un sourire forcé et intime. Quelle épreuve tu m'as fait subir. Mais passons l'éponger. Nous sommes une famille maintenant. Ton père est mon père. Dis-lui juste de dégeler mes comptes et de me rendre les clés de la DS9. J'ai un contrat à signer demain, et je ne peux pas arriver en taxi. Je le fixais, ayant l'impression de regarder un monstre. Même maintenant, tout ce à quoi il pouvait penser était l'argent et son ego pathétique. Pas un mot sur notre fils. Pas une excuse sincère. Famille? Je ris, le son résonnant froidement. Nicolas Lefebvre, regarde-toi bien. Qu'est-ce qui te donne le droit de t'appeler ma famille? Le droit d'un mari qui force sa femme sortant d'une césarienne à prendre le train? Ou le droit d'un homme qui utilise l'argent de sa femme pour la tromper tout en prétendant être un magnate autodidacte? Son visage se durcit. Ne va pas trop loin, Manon. Je suis ton mari. Je suis le père de ton enfant. Tu es si riche et tu laisses la famille de ton mari souffrir comme ça. N'as-tu pas peur de ce que les gens vont dire? N'as-tu pas peur du karma? Du karma? Je me levai et claquai mon iPad sur la table. Le craquement sec les fit tous les trois sursauter. Tu veux parler de karma? Très bien. Laisse-moi te montrer à quoi ressemble le karma. J'appuyai sur lecture. Un enregistrement audio remplit la pièce, clair comme de l'eau de roche. C'était la voix perçante de Monique. Nicolas, tu ferais mieux de garder la main mise sur l'argent. Maintenant qu'elle a eu le bébé, elle a servi son but. Une fois que mon petit-fils sera un peu plus grand, trouve une excuse pour la virer et marie-toi avec quelqu'un d'une meilleure famille. Puis vint le gloussement de Nicolas. T'inquiète pas, maman. J'ai tout prévu. Je fais transférer le titre de la voiture à mon nom par mon avocat. Une fois que ce sera fait, je la larguerai si vite qu'elle en aura le tournis. C'est une idiote. Elle signera tout ce que je mettrai devant elle. Le visage de Nicolas passa de pâle à blanc comme un linge. La mâchoire de Monique tomba. Chloé fixait le sol. Avez-vous entendu ça? Dis-je, les yeux flamboyants. C'était une conversation à l'intérieur de ma voiture hier quand vous pensiez que je ne me doutais de rien. Le karma arrive vite, Nicolas, et il se tient juste devant toi. Les portes du salon s'ouvrirent. Mon père entra, suivi de 2 officiers de police en uniforme et de Stéphane, l'avocat. L'air devint épais, lourd et suffocant. Nicolas Lefebvre, dit mon père, sa voix basse et puissante, comme le prononcé d'une sentence de mort. Tu as 2 choix. Écoute attentivement. Le grand salon était devenu un tribunal improvisé. Mon père s'assit face à eux. L'image même d'un homme en contrôle total. Il prit une gorgée lente de thé, laissant le silence les torturer. Les 2 officiers se tenaient impassibles près de la porte. Monsieur. Monsieur de Saint-Hubert, monsieur, bégaya Nicolas, essayant de se lever, mais s'effondrant à nouveau sur le canapé. Pourquoi? Pourquoi la police est-elle là? C'est une affaire de famille. Nous pouvons régler ça en privé. Qui est ta famille? Répliqua mon père, posant sa tasse avec un cliquetis sec. Je n'ai pas de gendre qui est un escroc, un fraudeur et un évadé fiscal. Voyant la situation s'aggraver, Monique eut recours à sa tactique finale, la supplication. Elle rampa sur le sol et s'accrocha à l'ourlet de ma robe en soie, le visage couvert de larmes et de morve. Manon, mon enfant, je t'en supplie. Pardonne à mon fils. Il a été stupide. Il a été égaré par de mauvais amis. S'il te plaît, ne laisse pas le père de ton enfant aller en prison.
Je baissai les yeux vers la femme qui me donnait des ordres, qui me traitait d'inutile, maintenant rampant à mes pieds. Je ne ressentais que du dégoût. Lève-toi. Tu salis ma robe, dis-je froidement, arrachant le tissu de son emprise. Quand tu coachais ton fils sur la façon de voler ma voiture, pensais-tu à moi à ce moment-là? Quand tu me traitais d'incubatrice usagée, pensais-tu à moi comme ta belle-fille? N'utilise pas mon fils pour me faire du chantage émotionnel maintenant. Ça ne marchera pas. Chloé, voyant sa mère rejetée, tomba aussi à genoux. Belle-sœur, s'il te plaît. J'avais tort. J'étais juste jalouse de toi. C'est pour ça que j'ai dit ces choses. S'il te plaît, pardonne à Nicolas. S'il va en prison, notre famille est finie. Chloé, tu n'es pas naïve. Tu es intelligente, dis-je. Tu as pris ta juste part de l'argent que Nicolas m'a volé pour acheter tes vêtements et ton maquillage, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Mon avocat a un dossier complet de chaque virement qu'il t'a fait. Cela fait de toi une complice. Au mot complice, le visage de Chloé devint blanc et elle se tut. Nicolas regarda sa mère et sa sœur pathétiques, puis mon père et moi. Il savait qu'il était piégé. La fierté d'un homme patriarcal luttait avec sa terreur de la prison. La peur gagna. Il s'agenouilla, ses genoux frappant le sol en marbre froid. Manon, je suis désolé. Je sais que j'avais tort. Je suis une personne terrible. J'étais avide, arrogant. Mais s'il te plaît, pense à Léo. Il est si jeune. Il ne peut pas avoir un père en prison. Je ferai n'importe quoi. Je serai un esclave pour ta famille. Juste, s'il te plaît, ne m'envoie pas en prison. Il pleurait, mais ce n'étaient pas des larmes de remords pour m'avoir blessé. C'étaient des larmes de regret de s'être fait prendre. Mon père fit signe à Stéphane, qui s'avança et plaça un dossier et un stylo plume coûteux sur la table. Assez de comédie, monsieur Lefebvre. Le public s'ennuie, dit l'avocat. Il y a 2 documents ici. Vous avez le choix. Nicolas regarda le dossier avec crainte. Option 1, déclara Stéphane. Vous ne signez rien. Nous transmettons immédiatement le dossier complet, fraude financière, évasion fiscale, détournement de fonds, au bureau du procureur. Compte tenu du montant que vous avez volé, vous risquez une peine de 12 à 20 ans de prison fédérale. Et bien sûr, vous devrez toujours rembourser chaque centime. Monique halta au chiffre 20 et serra sa poitrine, ayant l'air d'avoir une véritable crise cardiaque. Option 2, continua Stéphane, passant au deuxième document. Vous signez cette demande de divorce à l'amiable accordant la garde complète et exclusive de votre fils à mademoiselle de Saint-Hubert. Vous repartirez sans rien. Aucune prétention sur les biens matrimoniaux car ils ont tous été financés par mademoiselle de Saint-Hubert dès le départ. En retour, elle ne portera pas plainte pour les fonds que vous avez détournés de la famille, et mon client utilisera son influence pour persuader vos autres créanciers d'organiser un plan de paiement. Vous n'irez pas en prison, mais vous serez, au sens le plus vrai du terme, indigent. Nicolas fixa les 2 choix, les barreaux froids de la prison ou une vie de liberté et de pauvreté humiliante. Je savais ce qu'il choisirait. Il s'aimait plus que tout. Je choisis, dit-il, sa main tremblant alors qu'il tendait la main vers le stylo. Soudain, Monique se jeta en avant, saisissant son bras. Ne signe pas. Si tu signes, nous perdons tout. Mon petit-fils, je ne la laisserai pas l'élever. Je laissai échapper un rire amer. Même maintenant, elle ne voyait mon fils que comme une possession. Réfléchis bien, Monique, dis-je. Son père est en prison pour 20 ans. Tu es vieille et malade, et Chloé est inutile. Avec quoi vas-tu le nourrir? Grandira-t-il avec la honte d'être le fils d'un criminel condamné? Nicolas repoussa la main de sa mère. Il me regarda une dernière fois, ses yeux remplis d'un mélange de haine et de défaite. Je signe. Le grattement du stylo sur le papier fut le seul son dans la pièce. Il signa son nom, une version tremblante et déformée de la signature confiante qu'il avait l'habitude d'exhiber. Quand il eut fini, il laissa tomber le stylo et s'affaissa sur sa chaise comme une marionnette dont on a coupé les fils. Le rêve était terminé, sanglota doucement Monique sur le sol. Stéphane rassembla les documents. La procédure est terminée. Vous pouvez partir maintenant, annonça Pierre, sa voix comme de la glace.
Ils se levèrent tous les trois en titubant et traînèrent les pieds vers la porte comme des mendiants. Mais juste avant qu'ils ne partent, je les arrêtai. « Attendez !» Nicolas se figea, espérant peut-être une dernière aumône. Je marchai vers lui et jetai mon alliance sur le sol à ses pieds. C'était un anneau en or fin et simple que j'avais payé moi-même parce qu'il avait prétendu que tout son argent était bloqué dans les affaires. « Prends-la, dis-je. Tu pourras probablement la vendre pour payer le bus. » Il regarda l'alliance, son visage rougissant de honte. Il la ramassa, ses jointures blanches. Il me regarda, ses yeux remplis de la rage impuissante d'un homme acculé. « Manon, tu te souviendras de ce jour? Tu m'as poussé à bout. Tu paieras pour ça. Le karma t'aura. » Tu as raison. Le karma n'épargne personne, répondis-je calmement. Et ceci est ton karma. Tu as semé la trahison et maintenant tu récoltes la ruine. Ne me menace pas avec le karma. Je n'ai rien dont je doive avoir honte. Toi, en revanche, tu devrais t'inquiéter de la façon dont tu vas survivre aux ténèbres que tu as créées pour toi-même. Il ne dit rien de plus. Il se tourna et entraîna sa famille brisée dans la nuit. La lourde porte se referma derrière eux, mettant fin au cauchemar de 2 ans de mon mariage. L'air dans la pièce sembla instantanément plus léger. Mon père vint et mit son bras autour de mon épaule. « C'est fini, ma chérie. Tu es libre. » Je m'appuyai contre lui. Et ce n'est qu'alors que je me laissai pleurer. Pas des larmes de douleur, mais des larmes de libération. 3 ans plus tard, je n'étais plus la fille naïve qui croyait à l'amour dans une chaumière. J'étais maintenant vice-présidente de la holding Saint-Hubert et fondatrice d'une association caritative prospère pour les mères célibataires. Ma vie était pleine, occupée et centrée autour de Léo, maintenant un petit garçon brillant et heureux de 3 ans. Un après-midi d'automne frais, je récupérai Léo à son école maternelle. Alors que nous marchions vers la voiture près du jardin public de Tours, il fit tomber sa nouvelle petite voiture et elle roula dans la rue. « Léo, arrête !» criai-je, le tirant en arrière alors qu'une vieille Renault 4 de livraison crissa et s'arrêta juste à côté du jouet. Le conducteur était un homme maigre et hagard dans un uniforme de livraison usé. Il enleva sa casquette, révélant un visage fatigué et prématurément vieilli. Il ramassa le jouet, le brossa soigneusement et marcha vers nous. « Tiens, petit bonhomme. Fais attention la prochaine fois. » Cette voix, fatiguée, mais douloureusement familière. Je levai les yeux et nos regards se croisèrent. C'était Nicolas. 3 ans l'avaient vieilli d'une décennie. Son visage était marqué par les épreuves. Ses yeux cernaient. Le PDG arrogant avait disparu, remplacé par un homme brisé par la vie. Il me reconnut aussi. Sa main tenant le jouet trembla. Il me regarda mes vêtements coûteux, la Porsche garée à proximité. Et enfin, son regard se posa sur Léo, le fils en bonne santé, bien habillé et heureux qu'il avait rejeté. « Manon » chuchota-t-il, ses lèvres bougeant à peine. « Merci, monsieur » dit poliment Léo, prenant le jouet à 2 mains. « Ça va ? Votre main tremble. » La question innocente fut comme un couteau dans le cœur de Nicolas. Il cacha rapidement ses mains calleuses et sales derrière son dos, comme s'il avait peur de contaminer le bel enfant devant lui. Je vais bien. Il s'étrangla. Il voulait en dire plus, dire « Je suis ton père ». Mais les mots ne venaient pas. Il regarda sa propre apparence délabrée et sut qu'il avait perdu tout droit de le faire. Je tirai Léo d'un pas en arrière et donnai à Nicolas un hochement de tête poli et distant, le genre qu'on donne à un étranger. « Merci d'avoir ramassé ça pour lui », dis-je, ma voix douce mais ferme. Léo dit au revoir. Rentrons à la maison. Au revoir, monsieur. Léo fit un signe de la main. Je me tournai et m'éloignai. Je pouvais sentir son regard dans mon dos. Un regard de regret et de perte insupportable. Manon. Un faible murmure brisé nous suivit, mais je ne me retournai pas. Que pouvaient faire les larmes maintenant? Elles ne pouvaient pas effacer le passé. Mais alors que je m'installais dans ma voiture, je jetai un coup d'œil dans le rétroviseur. Nicolas était toujours debout là, le visage enfoui dans ses mains, sanglotant comme un enfant perdu au milieu de la ville animée. La vue éveilla en moi une étrange pitié détachée. Pas de l'amour, pas de la haine, juste une tristesse pour un homme qui avait détruit sa propre vie tout seul.
Plus tard cette semaine-là, je demandai à mon assistant d'enquêter sur sa situation. Monique était alitée après un accident vasculaire cérébral. Chloé avait disparu. Nicolas travaillait jour et nuit avec sa vieille Renault 4 pour payer les soins de sa mère, vivant dans une chambre sordide dans un quartier difficile. Il payait son prix. Je pris une liasse de billets dans mon coffre-fort. Ce n'était pas grand-chose pour moi, mais ce serait une bouée de sauvetage pour lui. Je demandai à Pierre d'organiser un don anonyme via une association caritative citant une aide pour les malades et les personnes âgées. Pas de nom, aucune trace remontant à moi. Mademoiselle, après tout ce qu'ils ont fait, commença Pierre, inquiet. Ce n'est pas pour eux, Pierre, dis-je avec un petit sourire paisible. C'est pour moi. C'est pour lâcher le dernier brin de colère, et c'est pour le karma de Léo. La plus grande punition n'est pas d'écraser quelqu'un complètement, mais de le laisser vivre avec sa conscience. Quelques jours plus tard, mon assistant rapporta que Nicolas avait reçu l'argent. Il était tombé à genoux et avait pleuré, puis l'avait utilisé pour obtenir de meilleurs soins médicaux pour sa mère et réparer sa voiture de livraison. Il travaillait simplement jour après jour. Peut-être avait-il deviné d'où venait l'aide, mais il n'essaya jamais de me contacter. Il comprenait que vivre une vie meilleure et plus calme était la seule excuse qu'il pouvait offrir. Les tempêtes étaient passées. Mon ciel, et celui de mon fils, étaient maintenant pleins de soleil.